collectivités. Merci Olivier Jacquin. Merci de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu de la Meurthe-et-Moselle, membre du groupe socialiste, vous êtes agriculteur. On va évidemment longuement parler de cette crise agricole, mais d'abord un mot sur le discours de Gabriel Attal, qui était donc hier au Sénat pour présenter sa déclaration de politique générale. En début de discours, il a un peu répété ce qu'il a dit à l'Assemblée, et puis après, il a parlé de décentralisation. On va y venir. Globalement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours? Globalement, je viens de penser que vos journalistes ont vraiment très bien fait leur travail, parce que le peu qu'il a dit sur les collectivités territoriales est là. En gros, il annonce une loi à venir, et vous faites bien votre travail, parce qu'après, c'est Éric Woerth qui en sait plus que nous-mêmes en savons, et donc les auditeurs seront parfaitement informés. Mais non, je suis en train de dire qu'il y a beaucoup, j'allais dire d'écrans de fumée, mais de grandes phases déclaratives, de communication qui sont engagées depuis pas mal de temps. Et je suis extrêmement attentif, parce que je suis républicain au sens noble du terme, et j'écoute, j'ai envie de savoir où on va. Eh bien, voyez-vous, madame, je ne sais toujours pas où on va. Et ça m'a fait penser hier soir à ces philosophes qui déclament que le but est le chemin. Et je suis en train de me demander si le macronisme et le en même temps, finalement, ce n'est pas ça, c'est de cheminer, mais on ne sait pas où on va. Et là, je suis inquiet. Où est la boussole en ce moment? Depuis 2022, je cherche à voir le cap qui nous est donné, et il m'inquiète au plus haut point. Et vous ne l'avez pas trouvé en écoutant le discours? On va parler des élus locaux, mais plus globalement sur le reste, il s'est beaucoup adressé aux classes moyennes. On a compris dans son discours qu'il voulait faire de la politique pour ces Français qui travaillent, mais qui ne vivent pas correctement de leur travail. Cette France de l'entre-deux qui a trop pour percevoir des aides et pas assez pour vivre correctement. Vous avez raison. Il cible plus les classes moyennes que les classes aux revenus les plus élevés, puisque depuis que le pacte fiscal est abîmé, je rappelle que maintenant, lorsque vous êtes très riche, en pourcentage, en proportion, vous payez moins d'impôts que les classes moyennes. Et donc, moi, ce que j'ai entendu hier, c'est que social allait rimer avec brutal, avec des mesures graves sur les allocations de solidarité, même des menaces sur le SMIC, sur le salaire minimum. On ne sait pas bien, c'est dit entre les lignes, la désmicardisation de la France. Je me demande, dans ce contexte, après la réforme des retraites, jusqu'où ça va aller. Alors pour lui, la désmicardisation de la France, c'est ces Français qui sont trop proches du SMIC. Il dit qu'on a, par rapport à nos voisins, on a beaucoup trop de salariés qui sont proches du SMIC, et il dit qu'il veut faire évoluer les salaires. Ça vous parle pas, ça? Écoutez, moi je travaille beaucoup sur les transports et les livreurs à vélo. Et j'ai vu ce que ça donne, un secteur qui est dérégulé dans le domaine. On était il y a quelques années avec des jeunes étudiants qui allaient améliorer les week-ends. À Paris, 90% des livreurs à vélo sont en situation irrégulière, avec des rémunérations inférieure à 5 € de l'heure. 5 € de l'heure. Si c'est ça la désmicardisation, ça ne m'intéresse absolument pas. Sur les territoires, puisqu'il était venu devant le Sénat pour réserver ses annonces sur les territoires, sur les élus locaux, dont il a dit le plus grand bien, parmi les annonces, il y a une nouvelle loi de décentralisation avant la fin de l'année. Est-ce que vous êtes satisfait, ou est-ce que vous êtes un peu échaudé par la loi 3DS et vous dites on va quand même attendre de voir? Oui, je dis on va attendre de voir. Tout à l'heure, déjà, Éric Woerth, on nous parle d'un retour du conseiller territorial ou une forme approchante. Non, je ne sais pas du tout dans quel sens il va, et pour l'instant, la méconnaissance du président de la République des territoires n'a pas amené à des réformes extrêmement qui renforcent la décentralisation. On se sent plus corseté, mis sous perfusion, contrôlé, que libéré. Et ce dont les élus locaux, outre le respect, ont besoin, c'est bien d'un nouveau mouvement de décentralisation qui redonne de l'initiative au terrain pour affronter la transition écologique, par exemple, et tous les défis d'aujourd'hui. Et là, vous n'avez pas senti hier chez Gabriel Attal un changement de méthode, une volonté décentralisatrice, une volonté de faire avec les élus locaux? Non, pas du tout. Et puis, vous avez entendu sur l'écologie, dans tous les discours récents, là, depuis la fin d'année, il n'y a pas grand-chose, quoi. Alors, pour les générations à venir, je vais peut-être renvoyer le livre Humus de Gaspard Koenig à Gabriel Attal, parce que c'est sa génération qui est dans ce livre et qui est en proie à l'éco-anxiété et qui s'inquiète terriblement de l'avenir. Et vous savez comment le livre se finit? Dans les jardins du Palais du Luxembourg, de manière assez dramatique, ouais. Gabriel Attal qui vous a quand même redit hier que jamais les émissions de gaz à effet de serre n'avaient autant baissé, 5% cette année, ça vous suffit pas?
Mais non, mais on sait pourquoi ça a baissé. Ça a baissé plus lié à l'inflation et aux contraintes sur le gaz russe que, malheureusement, par rapport à la politique du gouvernement. Un dernier mot sur les élus locaux, parce qu'il y a cette loi de décentralisation qui a été annoncée. Il a aussi parlé de la question des finances. Il a rappelé que c'est son gouvernement qui avait augmenté la dotation globale de fonctionnement, en tout cas les gouvernements d'Emmanuel Macron. Et il y avait parmi les attentes des élus locaux le fait d'avoir une vision à plus long terme des finances. Et Gabriel Attal a dit hier qu'il souhaitait que les préfets aient une vision pluriannuelle jusqu'en 2027 des investissements. Ça va dans le bon sens ? Tout à fait. Ça, ce serait bien. Mais si vous voulez vraiment aller dans le bon sens, nous demandions l'indexation de la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation. Et ça permettrait d'avoir là une vraie visibilité dans un contexte aussi instable qu'actuellement, où les coûts se renchérissent énormément sur le terrain. Et on va parler de la crise agricole et de cette colère des agriculteurs. Vous faites partie de ces agriculteurs, Olivier Jacquin. Hier, le Sénat a auditionné Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, le principal syndicat agricole. On va voir ce qu'il s'est dit pendant cette audition avec Audrey Vetaz. Bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour. Et Audrey, en pleine colère agricole, les sénateurs ont donc entendu hier Arnaud Rousseau, président du principal syndicat agricole, la FNSEA, et on peut dire qu'ils ont balayé de très nombreux sujets. Oui, car les causes du mal-être des agriculteurs sont nombreuses, les problèmes ne datent pas d'hier, mais je vais quand même tenter de vous résumer ces 2 heures d'échange, tout au long desquelles Arnaud Rousseau a tenté, selon ses mots, de garder un discours de responsabilité, notamment sur l'accord UE-Mercosur qui cristallise les tensions. Lui a rappelé que certaines filières, et notamment celle du vin, étaient demandeuses de cet accord. Mais je voulais commencer par l'un des principaux points de friction. On le sait, ce sont les normes trop nombreuses qui s'accumulent et qui sont parfois contradictoires. Arnaud Rousseau en a évoqué une concernant les moutons. Ça m'a interpellée. Imaginez, dans certaines exploitations, donc vous voyez les moutons, ils se touchent, on les voit même sur l'image. Il y a une certaine proximité, mais une fois tondus, leur laine, tenez-vous bien, peut être broyée, ça se fait, et utilisée en litière. Eh bien non, pas avec ces normes, parce qu'en fait, on considère que la laine, une fois tondue, ne doit pas être en contact avec les moutons. Donc en gros, quand les moutons sont vivants, ils ont le droit de se toucher, mais ensuite, il faut jeter cette laine, c'est un déchet. Donc on imagine que les éleveurs ne comprennent pas ces normes, on a un peu l'impression qu'on marche sur la tête. Et quand on parle de normes, il y a un autre exemple qui est beaucoup remonté, vous l'avez sûrement entendu, le fait que pour les haies, il existe au moins 14 normes différentes. Écoutez. Est-ce qu'on est capable à un moment de se dire qu'à chaque fois qu'on met quelque chose, on puisse l'étalonner et dire qu'est-ce que ça remplace ? Voilà. Si on dit il faut tel type de normes, de quoi on n'a plus besoin et comment on le fait ? On ne se pose jamais la question. J'avais pris, mais je me rappelle, monsieur le sénateur, on avait parlé des haies ensemble. La question de la haie, c'est une question un peu, voilà. Tout le monde dit ça a du sens, il faut en mettre, voilà. Bon, 12 ou 14 parties de texte ou règlements qui vont dessus. Aussi. Le Premier ministre a annoncé qu'il ferait un seul texte. Alors moi, je ne sais pas si c'est un seul qui reprend les 14 ou si... voilà, donc on a très envie de discuter du contenu. Au moment où je vous parle, je ne sais pas de quoi je parle. Ce qui me permet de vous poser une première question, monsieur le sénateur, vous qui êtes agriculteur. Qu'avez-vous pensé des premières annonces de Gabriel Attal ? On l'a entendu, le président de la FNSEA parle de coup de com'. Je n'irais pas dire que c'est un coup de com'. Par exemple, il y a des situations où les agriculteurs n'ont pas d'alternative. C'est l'utilisation du gasoil, par exemple. Quand vous êtes paysan, il n'y a pas, pour l'instant, d'alternative aux tracteurs diesel. Il n'y a pas de tracteurs électriques. Les tracteurs à gaz sont à un tarif inaccessible et loin d'être diffusé. Et donc, une mesure comme le GNR peut intéresser pas mal l'agriculture, mais plus M. Rousseau, avec ses 700 hectares, que moi, avec mes 149. Vous n'êtes pas les mêmes agriculteurs. Que moi, avec mes 149, ou que la ferme moyenne qui fait 69 hectares. Monsieur Rousseau représente 10 fois la ferme moyenne. Il est assez étonnant et il m'a passionné. Enfin, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Mais ça veut dire qu'il ne représente pas bien les agriculteurs pour vous ? Il ne peut pas comprendre leurs problématiques ? Vous voyez, moi j'ai plus une impression... je l'ai trouvé vraiment très bon en communication et j'avais plus l'impression d'avoir en face moi le ministre ou un énarque qu'un paysan, quoi. Mais il va peut-être faire le job correctement et il y a bientôt des élections aux chambres d'agriculture, on verra comment ça se passe, quoi.
Est-ce que sur la partie, sur la partie agriculture... Oui, parce que je réponds à la question. Oui, mais hier, Gabriel Attal, il en a parlé d'agriculture devant les sénateurs. Est-ce qu'il vous a convaincu sur cette partie ou est-ce que vous attendez Non, je vous dis, il y a cette idée du GNR qui intéresse certains types d'agriculture. Quand vous êtes maraîcher, le problème du GNR... mais là-dessus, il a reculé. Avec des vaches laitières sur un système en pâturage, le gasoil n'est pas déterminant. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est l'extension des luttes. Je travaille beaucoup les transports. Je ne vois pas pourquoi demain les transporteurs routiers ou le BTP ne va pas s'inquiéter. Vous avez déjà les taxis qui râlent. C'est une autre problématique. Non, je crains vraiment l'extension des luttes, sans parler des profs qui vont défiler aujourd'hui, quoi. Et donc sur les mesures agricoles, j'ai fait du téléphone hier soir chez mes copains dans le département. Non, on n'y est pas. Franchement, l'exemple que vous avez donné de la laine de mouton, ça fait partie des normes complètement abusives, aberrantes. Mais je rappelle à mes collègues paysans que les normes, d'abord, elles nous protègent. Quand vous avez une AOC Munster, dans laquelle les paysans sont payés bien et vivent correctement du lait, c'est parce qu'il y a des normes. Je touche plus de 40 000 € de prime PAC. C'est plus que mes revenus, puisque depuis 2 ans, je suis en perte pour la première fois depuis 39 moissons que je réalise. Eh bien, qu'il y ait des contrôles, c'est normal. Et que je me reprenne des contrôles parce que je suis certifié bio, c'est normal. Ça, c'est des normes qui protègent. La norme sur la laine, effectivement, moi, des normes comme ça, c'est une catastrophe parce que, effectivement, actuellement, les paysans n'arrivent pas à vendre la laine et considérer la laine comme un déchet, c'est n'importe quoi. On va parler de l'Europe dans quelques instants, mais un mot sur les revenus des agriculteurs, parce que c'est évidemment au cœur des revendications. Il y a notamment la question de la loi Egalim. Gabriel Attal promet des contrôles, des sanctions. Est-ce qu'il faut aller plus loin sur la question de ces revenus? Vous demandez une commission d'enquête? Oui, c'est ça, parce que ce que je voulais dire, certains accusent les normes et l'Europe. Moi, j'accuse les démagogues qui sont embusqués et qui veulent attaquer à la fois l'agroécologie, l'Europe, et qui sont pour plus de libéralisme. Je remarque que M. Rousseau a cité une phrase géniale. Il a dit, je la recherche exactement, en agriculture, le libéralisme est mortifère. En même temps que juste après, à Rémi Cardon, il refusait l'encadrement des prix dans le truc comme ça. Mais là, il a raison. L'agriculture, c'est bien porté avec des régulations fortes, ça veut dire des normes élevées. Rappelez-vous, les quotas laitiers. Les quotas laitiers, c'était une usine à gaz incroyable. Quand ils ont mis ça, tout le monde s'arrachait les cheveux. C'était en 84. Pendant 30 ans, les paysans ont plutôt bien vécu des quotas laitiers. Et c'est récemment que dans ce qu'on appelle la cogestion entre le ministre de l'Agriculture et le président de la FNSEA, ils ont décidé de mettre à bas cette régulation. Et puis maintenant, on a des cours qui refont le yo-yo et des fois dans des situations peu évidentes. Et nos propositions, c'est... J'ai coutume de dire qu'en agriculture, il y a un riche et 3 pauvres. C'est-à-dire que vous avez 25% des paysans qui font un revenu supérieur à 100 000 €. Du revenu agricole, attention, c'est pas des salaires. Avec ça, il faut rembourser les emprunts et investir à nouveau. Donc, c'est pas ce qui reste dans la poche des paysans. Et vous avez 25% qui ont moins de 30 000 € par an. Et donc, un riche, 3 pauvres, c'est pas complètement idiot ce que je dis. Et les pauvres, c'est eux qui manifestent et qui servent à agrandir les riches lorsqu'ils arrêtent. Et dans 10 ans, la moitié des agriculteurs arrêtent pour raisons démographiques. Il l'a rappelé hier. Et on va parler de l'Europe, mais on va parler de l'Europe parce qu'il en a été question hier et notamment parmi les points de friction, Audrey, il y a ce fameux Green Deal. Oui, le fameux pacte vert qui doit nous permettre de respecter l'accord de Paris. Il couvre tout un nombre de secteurs, notamment le secteur agricole. Eh bien, pour le patron de la FNSEA, ce volet est à revoir totalement. Écoutez-le. Ce paquet a été discuté en 2019, à un moment où ni le Covid ni la guerre en Ukraine n'étaient conscientisés. Peut-être qu'il y avait des visionnaires parmi vous, mais enfin globalement, les gens n'avaient pas conscience de ça. Ce qui nous gêne, c'est sa déclinaison agricole, qui a un volet clairement, mais c'est pas moi qui le dis, c'est un certain nombre d'études d'impact, y compris de la Commission, qui fait peser un poids sur la production. Alors on pourrait dire, après tout, on l'assume, sauf qu'on est dans un moment où on fait rentrer d'Ukraine des denrées en proportion importante, et y compris, on importe aujourd'hui de l'ordre
d'un tiers de notre alimentation en France. C'est même le cas en bio. Je le dis, un tiers du bio aujourd'hui consommé et du bio importé. C'est pas une tare d'importer. Simplement, on peut pas nous faire un procès en productivisme et en espèce d'excès. Voilà, quand par ailleurs. L'Europe et singulièrement la France, qui est en tous les cas, j'ai encore la faiblesse de le penser, un grand pays agricole, importe un tiers de son alimentation. Donc le sujet, c'est de rediscuter de la vision que porte ce texte. Vous êtes agriculteur bio, justement. Quel est votre avis sur ce pacte vert? Je rappelle que l'un de ses objectifs, c'est de multiplier par 2 la part de bio dans l'Union européenne dans 6 ans, en 2030. Écoutez, le pacte vert, c'est une proposition pour demain. Rien ne s'applique encore. Et ça inquiète certains particulièrement. Je pense à... il parle du pacte vert. Il aurait dû parler déjà de bien appliquer la loi Egalim. La loi Egalim, c'est cette loi qu'on nous annonçait qui devait garantir des prix minimums d'achat aux agriculteurs. Ce qui ferait que je ne serais peut-être pas dans la situation financière dans laquelle je suis actuellement, puisque dans la loi Egalim, on proposait par exemple que dans les cantines, il y ait 20% de produits bio. Et on est très très loin du compte. Et moi j'attendais par exemple de Gabriel Attal qu'il propose une aide aux collectivités territoriales pour améliorer les prix d'achat dans les cantines pour les produits bio et ce qui est en circuit court, avant de parler du Green Deal et de promesses futures. Et donc, quand je parlais tout à l'heure, attention aux démagogues qui disent halte à l'Europe, halte aux normes, c'est en fait parce qu'ils veulent déréglementer. Mais quand on est paysan, on vit du vivant, on vit d'un sol qui fonctionne bien, qui a besoin d'être protégé. Une collègue propose une loi prochainement, la semaine prochaine dans l'hémicycle, pour protéger les sols, il n'y a pas de texte de loi qui existe. On a besoin de ça. On est les premières victimes du réchauffement climatique. Et dans le Grand Est, d'où je vous parle, on est promis à être le territoire le plus chaud de France parce que le plus continental. Et si on dit qu'on se fiche de ces problèmes, de l'effondrement de la biodiversité, les pollinisateurs qui disparaissent, qu'est-ce que fait un agriculteur s'il n'y a plus de pollinisateurs demain? Sa production agricole est gravement menacée. Donc quand je dis attention aux démagogues qui attaquent l'agroécologie, je visais ce genre de propos qui dramatisent le Green Deal et qui disent qu'on nous emmène à la catastrophe. Je ne dis pas que tout est bien dans ce qui est décidé actuellement. Et moi, je vous avouerai que personnellement, sur ma ferme, j'ai beaucoup de mal avec les paperasses et les contraintes. Et le jour où je suis devenu sénateur, c'est ma ferme qui s'en est occupée. Elle m'a libéré considérablement. Non, mais vous n'imaginez pas la complexité d'une déclaration PAC. Hein. Et puis l'épée de Damoclès que vous avez sur la tête. Audrey, vous avez relevé un dernier point ? Oui, un moment de flottement sur une question qui concernait l'Office français de la biodiversité, un organisme de contrôle décrié par certains dans la profession. Arnaud Rousseau a tenté d'amorcer une solution. Je vous laisse écouter la suite. On a demandé que ce corps puisse être rattaché aux préfets. Les préfets sont les représentants de l'État. Voilà. Et que donc le préfet puisse avoir une discussion avec l'OFB et que ça ne soit pas seulement dans une relation avec le procureur de la République, ça nous paraît important. Ça se passe comme ça avec les forces de l'ordre. Hein. Ça se passe comme ça avec les forces de l'ordre. Voilà. Donc après tout, ça nous paraît important. Et je le dis, on a entendu une demande forte aussi du côté des préfets. Voilà. Mais sans vous interrompre, je crois que ça a été fait dans la loi 3DS, oui. Où aujourd'hui les préfets sont les référents départementaux de l'OFB. Vous avez raison, c'est dans la loi 3DS, mais en fait, c'est pas appliqué. Les lois votées au Parlement ne sont pas appliquées. Oui, on aurait pu parler aussi dans la réforme des retraites, s'il y avait un engagement pour les petites retraites agricoles, qu'elles soient améliorées. Et on sait aussi que là, ça va traîner encore 1 an ou 2, alors qu'on a le niveau de retraite parmi les plus faibles Il y a un rapport qui a été remis hier, on peut espérer que ça fasse accélérer les choses. Voilà. Oui, il y a effectivement des textes qui ne sont pas appliqués. Mais vous voyez, ce qu'il dit là sur l'OFB, c'est aussi des attaques sur l'environnement. On n'a pas eu le temps de dire comment ils proposent dans leur proposition de changer la place de l'ANSES. L'ANSES, c'est l'organisme qui sécurise tout ce qui est alimentaire, qui homologue les produits phytosanitaires, et ils voudraient que ce soit sous contrôle politique. C'est pire que dans le nucléaire, la séparation de, enfin je ne veux pas être trop technique, de l'IRSN et de l'ASN.
Merci Audrey, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On va parler de termes qui plaisent au Sénat, comme la décentralisation par exemple. Ce sera à suivre dans le cadre. Et puis on parlera d'Europe aussi, un sujet qui vous est cher, parce que c'est aujourd'hui que se jouent beaucoup de choses à Bruxelles. Hein. On en parlera avec vous tout à l'heure. On va continuer à parler de cette crise agricole. On va aller voir comment ça se passe chez vous. Olivier Jacquin, on va à Nancy. On retrouve Mickaël Demeaux. Bonjour Mickaël. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur départemental de l'Est républicain en Meurthe-et-Moselle. Mickaël, comment ça se passe sur votre territoire? Est-ce que la situation se tend? Bonjour et bonjour Olivier Jacquin. Oui, alors vous n'êtes pas sans savoir que la Meurthe-et-Moselle est bien touchée aussi par la colère des agriculteurs. Il y a 2 autoroutes qui, à l'heure où je vous parle, sont toujours fermées donc autour de Nancy. Et clairement, on a du mal à voir la sortie de crise. Alors ma question est simple ce matin, monsieur le sénateur. Pour vous, demain, la Meurthe-et-Moselle, ça doit être un département de la performance agricole ou un département totalement bio? Alors là, vous me piégerez absolument pas avec une question comme ça. Je pense qu'il y a... Bonjour Mickaël, mais il y a des agricultures, il y a des marchés agricoles, et moi, je n'encourage pas tout le monde à partir en bio. Ce serait dans un premier temps insensé. Mais sur le long terme, je pense qu'il y a... Vous savez, je suis bio depuis moins de 10 ans, et j'ai redécouvert mon métier grâce à ça, redécouvert l'agronomie, et c'est absolument passionnant. C'est une manière de travailler. Mais effectivement, en bio, les rendements n'ont rien à voir. Et vous ne pouvez pas vendre au prix demandé par les acheteurs, par les cantines. C'est impossible. Et donc, c'est bien des agricultures qui doivent cohabiter comme elles cohabitent en ce moment. Et je salue le fait que dans notre département, la situation, elle est tendue, mais maîtrisée par les syndicats majoritaires, JA et FDSA, qui encadrent plutôt très bien pour éviter des débordements. Parce qu'on sent que la tentation est forte de partir à côté. Mais un mot sur ces blocages, justement, parce qu'on a vu hier des interpellations du côté de Rungis, près d'une centaine. Ce matin, les autorités qui demandent au convoi Agen-Rungis de faire demi-tour et de retourner vers le sud. Est-ce que le gouvernement, les autorités ont raison de réagir ainsi pour vous? Alors, moi je pense que dans les manifs, moi je supporte pas tout ce qui ressemble à des violences et à des dégradations. Et ça c'est... Et les habitants voient bien que quand il y a une benne de fumier qui est mise dans la rue et que les employés municipaux ramassent après pendant des heures, c'est de l'argent public qui est gâché. Et donc, je pense que c'est vraiment les mauvaises manières de se faire reconnaître. On a la chance d'avoir la cote parmi la population. On a la population avec nous. Et donc, c'est plutôt des distributions de pommes gratuites à faire, des manifestations comme ça, laisser les passer les gens dans les péages, voilà. Mais bloquer Rungis, à mon avis, c'est une connerie. Par contre, excusez-moi, mais par contre, les syndicats qui ont décidé d'aller bloquer les plateformes d'achat, ça, c'est une bonne cible. Alors que l'inflation est considérable, que le prix de l'alimentation a augmenté énormément, l'an dernier, les marges des industries agroalimentaires ont augmenté de 38%. Je ne sais pas si vous voyez quoi. Il y a effectivement des profiteurs dans le système que la loi Egalim n'a pas su démasquer, sans parler des distorsions de concurrence à l'étranger. Parce que monsieur Rousseau, qui est un grand importateur par le groupe Avril, eh bien, ce qu'on exporte a des meilleures normes que ce que l'on importe. C'est ce qu'on appelle les clauses miroirs. On est tous d'accord pour dire qu'il faut des clauses miroirs. Il y a un député socialiste, Dominique Potier, qui propose que ces clauses miroirs soient effectivement contrôlées. Dans son exposé d'hier, M. Rousseau a précisé que seulement 3% des marchandises importées étaient contrôlées. Et le député Dominique Potier propose qu'il y ait un tiers certificateur qui contrôle effectivement ce qui est importé. Mickaël, on va terminer avec vous. Et un autre sujet qui est à lire ce matin dans vos pages, c'est l'échec de la vaccination contre le papillomavirus. Oui, alors c'est un échec qui est presque incompréhensible parce que c'était très très attendu et en fait il y a tout un faisceau tout un amas de causes qui expliquent ça. Et puis on pense que l'après-Covid n'a pas aidé. Alors comment on peut faire pour faire plus de prévention auprès des jeunes et puis auprès de leurs parents, notamment sur cette question-là, monsieur le sénateur? Oui, ça franchement c'est comme le débat pendant le Covid sur la vaccination. Enfin, je pense que c'est de même nature et ça a trait... c'est peut-être ça le réarmement civique. C'est de ça dont vous voulez me faire parler, Mickaël. Je vous connais, vous êtes malin.
C'est pas ça? Parce que je n'ai pas utilisé le terme réarmement en ce moment. Et effectivement, au niveau sanitaire, ça pose question. On sait que c'est des maladies qui pourraient être bien traitées si tout le monde était vacciné, tellement elles sont contagieuses. Ouais. Et donc là, il y a un souci. Que fait le président de la République sur l'ordre? J'ai l'impression vraiment qu'il est devenu le meilleur carburant du Rassemblement national, là, maintenant. Et c'est-à-dire dans les pages de l'Est républicain. Mickaël, on regarde votre une, la 31 et la 33, coupées encore ce jeudi. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup, Mickaël Demau. Merci d'avoir été avec nous. Et merci Olivier Jacquin. Merci d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. Ravi de vous avoir retrouvé. Mais de même, on est ravis de vous avoir retrouvé également.